Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, émission en direct chaque soir à partir de 19h30. Je suis très heureux de vous retrouver. Focus ce soir sur ces crues historiques. On va bien sûr longuement en parler. Des crues à certains endroits qui ont été plus importantes que celles de 1910. L'Île-de-France, vous le savez, était fortement touchée, mais la région centre aussi, le Loiret, des villages dévastés. Bilan 4 morts et presque 1 milliard d'euros. C'est le chiffre qui est annoncé de dégâts. Et l'état de catastrophe naturelle va être annoncé, décrété. C'est un terme juridique à partir de demain, c'est ce qu'a dit Manuel Valls aujourd'hui dans l'hémicycle. Il y aurait déjà plus de 1300 communes qui vont déposer un dossier, qui ont été impactées par ces crues. On parlera aussi des entreprises, des maraîchers, des agriculteurs, bref, une activité économique est au point mort et la crue n'est pas derrière nous parce qu'on est toujours dans certains départements en situation délicate. On parlera de l'Essonne dans quelques instants et d'autres départements qui sont toujours évidemment inquiets. Puis ce soir, un homme est mort noyé après de forts orages, noyé par la montée des eaux. Il est mort dans sa voiture. C'était dans le Pas-de-Calais. On reviendra peut-être sur ce lien entre les inondations et ces orages parce que ce sont des phénomènes météo terribles. Et puis on va essayer de mettre les pieds dans le plat parce que c'est vrai que sur l'autoroute A10 par exemple, bien près de 600 automobilistes et poids lourds sont restés bloqués. Certains sont restés plus de 10 heures dans leur véhicule sans aide, avec une autoroute qui est restée ouverte. On en parlera. Et puis il y a un débat sur les canaux, sur les barrages. Est-ce qu'on pouvait limiter les dégâts? C'est vraiment la question que vous vous posez ce soir. On fera le point notamment sur le canal de Briare dans quelques instants. Et puis on s'intéressera à un autre débat, je dirais plus philosophique mais important, le lien entre ces dérèglements, ces orages, ces catastrophes naturelles et le réchauffement climatique. C'est un sujet qui a été d'ailleurs évoqué par François Hollande, le président de la République. LCP.fr, vous connaissez l'adresse, le JDD qui est notre partenaire bien sûr. Hashtag Sévère, venez tweeter, nous sommes en direct, vous êtes les bienvenus. Puis notre page Facebook, bien entendu, vous pouvez l'utiliser. Yann Gallu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste du Cher, le Cher touché, et qui ce soir est toujours d'ailleurs en zone orange. Il y a eu des dégâts moins importants que dans certaines villes du Loiret, et vous souhaitiez l'état de catastrophe naturelle. J'imagine que vous aviez le sourire cet après-midi dans l'hémicycle. On en parlera avec vous dans quelques instants. Jean-Pierre Dor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député maire de Montargis, député maire LR. Vous avez travaillé jour et nuit, on en parlera avec vous, depuis le début de cette catastrophe. Vous êtes sur le pont, comme on dit, avec une cellule de crise pour répondre évidemment à l'urgence. Montargis, pour ceux qui ne connaissent pas cette jolie ville, c'est le Gâtinais, c'est la Venise du Gâtinais. C'est une multitude de petits réseaux, le Loing, le Canal, et c'est une magnifique ville, mais qui a été presque engloutie sous les eaux. On en parlera avec vous dans quelques instants. Et votre collègue, bien sûr, connaît le Montargois. Une question posée d'ailleurs aujourd'hui lors des questions au gouvernement au Premier ministre et il vous a répondu. Denis Voisin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot. On parlera de ces catastrophes naturelles et puis on essaiera de faire évidemment ce lien avec le réchauffement climatique. Est-ce que tout ça est lié? Merci d'être là. Emma Aziza, bonsoir. Vous êtes à la tête de Mayan, qui est un bureau d'études spécialisé dans les risques majeurs et notamment dans les inondations. Vous travaillez avec des villes, évidemment, avec des collectivités. On vous écoutera. C'est passionnant. Puis vous êtes par ailleurs hydrologue. Donc on aura aussi une explication technique sur tous ces réseaux. Puis on parlera, j'imagine, aussi des nappes phréatiques qui sont saturées. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, regardez ce sujet de Camille Vigogne, c'est un état des lieux de la situation ce soir, évidemment, avec, alors que la crue n'est pas encore derrière nous, un début de polémique lancé par l'ancienne ministre de l'écologie. Écoutez. De l'eau, toujours de l'eau. Si le niveau de la Seine à Paris baisse doucement, l'Indre-et-Loire, l'Essonne, l'Eure et la Seine-Maritime sont toujours en vigilance orange face au risque d'inondation. Bilan humain des intempéries, 4 morts. Les dégâts financiers, eux, pourraient dépasser le milliard d'euros. Pour venir en aide aux sinistrés, le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un fonds d'extrême urgence doté de plusieurs millions d'euros. Tout sera mis en œuvre pour accélérer le retour à la normale, car rien ne serait pire que de laisser les sinistrés, les élus, les entreprises, les agriculteurs livrés à eux-mêmes. Pourtant, certaines voix commencent à s'élever pour critiquer la gestion de l'exécutif, comme la patronne d'Europe Écologie Les Verts. Entre 2012 et 2016, le budget de prévention des risques hydrauliques a diminué de 40%. Sauf qu'en matière d'écologie, on est dans les grands discours et dans les tout petits moyens. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut moins de discours et davantage de moyens. Depuis une semaine, des centaines de communes ont été touchées par ces inondations. Particuliers, entreprises, commerces, agriculteurs, ils sont des milliers à attendre une aide financière. L'état de catastrophe naturelle devrait être reconnu mercredi pour une première liste de départements et communes sinistrées.
Dans toutes ces zones néanmoins, le retour à la normale s'annonce lent et difficile. Jean-Pierre Dor, je commence par vous, parce que c'est vrai que vous êtes fatigué, vous êtes encore sur le pont, vous allez repartir à Montargis après cette émission pour être plus près de vos administrés. D'abord, un point, combien de personnes ce soir n'ont pas pu rejoindre leur maison à Montargis? Il y en a encore environ, on peut dire 300, mais dont des personnes âgées qui étaient dans une maison de retraite et qui ont donc été évacuées, qui ont été malheureusement éparpillés ici ou là à des endroits qu'on pouvait trouver et qui ne sont pas encore revenus. Et puis d'autres personnes qui sont hébergées parce que leur maison est totalement détruite. Donc ça fait encore environ, probablement un peu plus de 200 personnes que l'on va prendre en charge. La Venise du Gâtinais, c'est-à-dire quand on est maire d'une ville qui est traversée par des réseaux, le canal, le Loing, qui sont côte à côte, est-ce que vous aviez imaginé, lorsque vous avez pris les rênes de votre mairie, qu'un jour l'eau monterait si haut? Est-ce que c'est des choses dont vous avez pu parler avec les préfets? Est-ce que vous avez réfléchi à ces questions ou vous avez été totalement débordé par la situation? Vous savez, il y a une histoire. Il y a eu l'histoire de la crue de 1910. Il y a eu plusieurs crues dans Montargis, 1982, 2003, 2011. Donc il y avait déjà des crues parce que nous sommes sur l'eau. Entre le canal, le Loing, le Vernisson, le Puiseau et tous les affluents qui arrivent, c'est la vallée du Loing. C'est le syndicat intercommunal de la vallée du Loing et de l'Ouane que nous avons, qui a été construit il y a quelques mois maintenant, qui rejoint plus de 115 communes. On essaye de... Et c'est elles qui ont cette gestion? On essaye de travailler là-dessus avec tous les élus concernés, je vous dis 115 communes. Bon, mais il y avait aussi VNF, n'oublions pas. Voie navigable de France. Voie navigable de France. Lorsqu'il y a eu des crues, il y a eu la construction de lacs. Hein, le lac des Closiers, par exemple, qui a été construit en plein cœur de la ville. En amont, vous aviez le réservoir du Bourdon, qui se trouve vers la Nièvre et vers le Lyon, un peu plus bas. Il y a le lac de Chalette, le lac de Sepois. Il y a plusieurs lacs qui permettent de faire des réservoirs. Mais là, on ne pouvait pas... Non, c'était imprévisible. C'était énorme ce qui est tombé. C'était énorme. Donc, arriver à avoir une crue, ça passe. Inondation de la ville, on l'a déjà vécu. Oui. Mais nous avons eu le surplus, malheureusement, c'est la rupture d'une berge du canal à 15 km. À 3 endroits, hein, pour être précis. Non. Une à 15 km au sud, c'est-à-dire en amont de l'agglomération. Cette rupture a entraîné le déversement de plus de 600 000 mètres cubes d'eau en quelques secondes du canal dans le Loing. Une vague, j'ai appelé une vague dévastatrice, qui est avancée, qui a augmenté effectivement cette inondation, qui a fait déborder toutes les rivières qui traversaient la ville, puis qui est partie au nord, vers Chalette, vers Sepois, vers Nemours, etc. Nemours, évidemment. Et oui, on suit le cheminement vers la Seine. Je vous redonne la parole dans un instant, parce que vous avez aussi relevé vos manches pour justement colmater cette digue, mais on va en parler dans quelques instants. Dans quel état d'esprit vous êtes, Yann Gallut? D'abord, je leur dis, le Cher est impacté. Alors évidemment, sans commune mesure avec Nemours, avec Montargis, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il faille politiser le sujet comme le fait Cécile Duflot, par exemple? Est-ce que c'est un sujet politique ou est-ce que c'est un sujet qui touche tous les élus, qu'ils soient de gauche ou de droite? C'est un sujet qui touche tous les élus, qui touche d'abord nos concitoyens. Moi, comme sûrement mon collègue, j'ai été sur le terrain en permanence et vous savez, quand vous avez les eaux qui arrivent dans des maisons et qui en quelques secondes dévastent tout, eh bien ça a un impact psychologique terrible pour les personnes. Et après, il faut gérer. Donc je pense qu'on est en ce moment à la fois dans la réponse rapide, on est aussi, je le pense, il faut le dire, dans le recueillement, il faut le rappeler, hein, il y a des dégâts matériels, mais il y a aussi 4, voire 5 personnes qui ont disparu dans ces inondations. Donc il va falloir qu'on remette tout sur la table. Moi, ça m'a beaucoup interpellé ce qui s'est passé, parce que dans le Cher, la préfète du Cher s'est extrêmement mobilisée, les maires se sont mobilisés, les élus sont mobilisés, les services de secours. Moi, je tiens à rendre hommage aux pompiers, qui ont été une fois de plus exemplaires dans la crise que nous avons traversée, à EDF qui est aussi intervenu en permanence. Oui, parce qu'il y a les coupures de courant, bien sûr. À nos services publics.
aux hôpitaux qui sont mobilisés. Donc on a quand même encore en France, il faut le dire, on l'a vu malheureusement dans d'autres contextes avec les attentats, mais on a quand même dans notre pays des services publics qui sont encore là pour assister la population. C'est vrai qu'en revanche, moi j'ai beaucoup d'interrogations, mais c'est des interrogations. Vous tournez vers Emma Aziza parce qu'elle va peut-être vous éclairer. Et de citoyens, parce que c'est vrai que d'après ce qui m'a été dit, nous on n'a pas vu venir l'accélération de la crue en quelques heures. Après, les anciens à Bourges me disaient que c'était prévisible, que ça continuait à monter et que nous, les collectivités, les pouvoirs publics, on a été débordés, on a été dépassés. Donc il va falloir qu'après, dans quelques jours, on se mette tous autour de la table. Moi j'ai demandé à la préfète un vrai débriefing, voilà, un débriefing de la situation, parce qu'on s'est retrouvé dans des situations humaines, sociales qui ont été terribles. Les maires en première ligne. Par nos habitants, les maires ont été en première ligne, mais pas que les maires. Et puis, c'est clair qu'on ne pourra pas tout empêcher. C'est clair que le risque zéro n'existe pas. Mais on doit à nos concitoyens une préparation, aussi une solidarité qui nous permette de réagir face à de tels phénomènes. Emma Aziza, justement, vous êtes hydrologue, vous avez un cabinet et vous conseillez, vous avez eu à gérer des crises de ce type. Est-ce que celle-ci, et partons du principe qu'on ne pouvait pas prévoir, ou est-ce qu'on peut dire, et parce que vous êtes experte, on aurait pu quand même éviter un certain nombre de bugs. Je le redis, c'est vrai que les routiers, les automobilistes bloqués sur l'autoroute, on a un tweet qui nous dit les capteurs n'auraient pas fonctionné, pas d'ingénieurs qui ont compris que les sols gorgés et pluies torrentielles égale crue, c'est un peu la parole des anciens. Est-ce qu'il y a des choses qui ont dysfonctionné dans ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut déjà commencer à en tirer les conclusions? Alors, peut-être la différence, c'est que je viens initialement du sud de la France et je suis habituée aux crues méditerranéennes. Donc, quand j'ai vu les records pluviométriques sur le bassin du Loing, qui est un bassin qui fonctionne à peu près comme le bassin de Lyon, un bassin qui est quand même très très réactif, puisqu'on voit les contreforts du Morvan et on va avoir une topographie assez importante qui va générer une propagation des crues assez rapide. Quand on voit les maxima pluviométriques qui sont tombés, nécessairement, on s'attendait et on a commencé, nous, de notre côté, à être inquiets à partir de lundi soir, voire mardi matin. On a commencé à suivre ça, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, qui deviennent un outil extrêmement important. On propage l'information. Pendant ces événements. Et donc, si vous voulez, on a vu venir les choses. On a vu la propagation, notamment sur Nemours et sur Montargis. Il suffit de remonter le flux des tweets qui ont été postés. On savait que c'était en train d'arriver. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on a des records pluviométriques, on va avoir une réaction du territoire. On regarde un petit peu les semaines précédentes, on a un mois de mai extrêmement pluvieux, on l'a dit, donc des sols gorgés d'eau qui vont accroître la réaction du territoire. Cette propagation de l'onde de crue va se dérouler dans un... C'est l'onde de crue, la vague dévastatrice, c'est l'onde de crue. En fait, c'est une onde qui va se propager du lieu où il va y avoir ce maxima pluviométrique et qui ensuite va descendre vers l'aval. Donc, avec ces sols gorgés d'eau et qui plus est, ces pressions qui sont mises sur les ouvrages, on s'attendait nécessairement, on l'a toujours vu quand on regarde l'histoire des inondations en France, que ce soit... C'est terrible ce que vous dites, parce que... on sait qu'on va avoir des brèches dans des digues. C'est quelque chose que, d'ailleurs, qu'on a dit, qu'on a évoqué comme potentialité d'effets domino. C'est ce qu'on appelle des effets en cascade. On l'a vu à de nombreuses reprises, et c'est pas quelque chose qui est anecdotique. On a vraiment pris conscience en France, avec l'épisode de Xynthia, de la fragilité qu'on avait, justement, du réseau des digues. Il y a un travail qui est fait par l'État actuellement, qui est déjà un travail de recensement, parce qu'on ne maîtrise pas... de réparation pour Xynthia, parce que toutes les digues qui existent en France. Il y a des digues sur les cours d'eau domaniaux qui appartiennent à l'État, mais sur les cours d'eau non domaniaux, c'est les départements. Ce sont les départements, mais pas que. Si vous voulez, c'est que derrière, on va avoir le riverain qui est lui-même responsable de sa propre digue. Et donc, comment un riverain peut être capable à un moment donné de gérer la fragilité? Je vais donner la parole évidemment à Jean-Pierre Deur sur la question des digues, parce que vous avez fait des choses quand même. Vous avez mis, comme on dit, les mains dans le cambouis. Vous en pensez quoi, vous, la Fondation Nicolas Hulot, de ce phénomène? Parce que les Français se disent, mais on ne peut rien faire contre cette pluie torrentielle. Puis d'autres disent, mais peut-être que si, on peut réfléchir à la manière dont on urbanise, à la manière dont on aménage le territoire. Est-ce que ça a un impact pour vous, à la Fondation Nicolas Hulot? Tout à fait. Après le drame que nous, on regrette aussi, on peut se poser des questions. On pourra y revenir sur la question du lien avec le réchauffement climatique. On
poser des questions aussi. Comment est-ce qu'on augmente la résilience de nos territoires? Comment est-ce qu'on est capable, finalement, d'avoir des sols de meilleure qualité, des sols plus perméables, qui vont limiter ces effets de crue quand on a des phénomènes de précipitation exceptionnels. Donc, comme à chaque inondation, j'ai envie de dire, se repose la question de l'artificialisation. On sait qu'elle augmente tout le temps en France. C'est un département, c'est ça? C'est quoi le chiffre? Alors le rythme, c'est un peu ralenti. On disait un département tous les 7 ans. Tous les 7 ans, ouais. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti récemment en début d'année qui disait qu'on avait un petit peu ralenti. C'est ça. Mais ça reste un problème sur lequel, pour l'instant, on met beaucoup de mots, beaucoup de discours et peu d'actes. Et ça pose des questions de fiscalité, des questions de politique publique, des questions de politique au niveau des communes. Donc c'est des questions qui sont compliquées à régler, qui sont... Voilà. Donc, aujourd'hui, on manque clairement d'actions, de grandes politiques pour pouvoir réduire cet étalement urbain. Jean-Pierre Door, avant de découvrir Valérie Corre, votre collègue qui est député socialiste, qui a posé une question, et entendre la réponse du Premier ministre qui vous a répondu, un petit mot quand même sur cette histoire de digue dont vous nous expliquez qu'effectivement elle a été coupée, ébréchée. Vous avez appelé le préfet, hein, c'est bien ça, pour lui dire qu'il faut réparer immédiatement. Un tout petit peu avant ça, pour éviter d'y revenir, parce que madame est spécialiste, on avait 2 spécialistes autour de nous aussi, qui nous ont montré cette histoire de digue qui avait été rompue une première fois en 2011, et qui avait donc déjà entraîné une arrivée d'eau sur la commune et sur les communes voisines. Ça avait été rebouché, j'ai des photos. Bon, comment est-ce que c'était bien fait ou pas? La question sera posée plus tard quand on fera l'analyse. Et c'est la même brèche qui a sauté mardi matin et qui a donc entraîné un surplus où on a passé la cote d'alerte au-dessus de 1910, puisqu'on était à ce moment-là à 28 cm au-dessus de 1910. Non, il y a eu cette, comme vous appelez ça, une vague. Combien la hauteur exactement, puisque c'est 3,48 m, 3,50 m. Alors qu'on est habituellement à 2 mètres, hein, au moins de 2 mètres, au cœur de ville. À ce moment-là, ces spécialistes nous disent on va faire une vision par drone, qui a été extrêmement... Ce qui vous a aidé? Oui. Ouais. Donc le drone s'est promené en pleine sous la pluie quand même, et a révélé 3 zones fragiles. Vraiment, comme si la berge était mangée, grignotée. J'ai vu des photos comme ça, d'éboulements. Donc, à 14h, quand ils m'ont montré ces photos, je dis, c'est pas possible. Ça va recommencer dans la nuit prochaine. C'est pas possible. Ça va continuer avec l'eau qui arrive, etc. Donc, j'ai appelé le préfet, j'ai appelé VNF, qui m'ont dit, bah oui, mais nous, si on a, voilà, il faut... Et le préfet, je lui dis, il faut le faire. Et il l'a fait. Il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a dégagé à 15h, donc à 14h on avait les dossiers, à 15h il a dégagé ce qu'il fallait, on a appelé une entreprise qui est venue 10 minutes après, à 19h c'était bouché. Donc effectivement il y a eu effectivement le service public qui s'est mobilisé. 200 tonnes de rochers, cailloux pour bien faire un mur, mais c'était dans l'urgence. Donc si vous voulez, maintenant je pose la question au ministre. C'est le problème maintenant de VNF, qui est un établissement public, et à eux de prendre en compte l'entretien, la surveillance des berges. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens, on va y revenir, mais qu'ils ont des problèmes d'argent et que c'est compliqué. C'est quand même, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le canal de Briard, le canal d'Orléans. Tu le connais? Oui, c'est un canal qui date d'Henri IV, 1610. C'est vrai qu'il n'est pas récent. On a les mêmes problèmes dans le Cher. Voilà. Sur l'entretien des... par rapport à vous me permettez de vous faire entendre la réponse que vous a fait le Premier ministre, puisque vous posez la question au Premier ministre sur ce plateau, mais vous l'avez d'abord posée aujourd'hui lors des questions au gouvernement. Écoutez ce que vous a répondu Manuel Valls, et puis on écoutera Valérie Corre juste après. Il faudra tirer toutes les leçons de cet épisode. Donc cela concerne aussi bien l'ensemble des ouvrages, leur implantation, la logique des plans tels qu'ils ont été prévus, même s'il y a eu beaucoup d'engagement de la part des collectivités territoriale. Et puisque on a beaucoup travaillé au cours de ces dernières années sur une crue de la Seine, reconnaissons qu'en l'espèce, ce sont les affluents des rivières, voire des cours d'eau beaucoup moins importants qui ont provoqué ces inondations, des sols gorgés d'eau également. Donc tout doit être fait pour comprendre évidemment l'ensemble de ces mécanismes qui ont conduit à ces inondations. Et dans l'urgence, il faut évidemment renforcer l'ensemble des digues. Vous m'avez montré hier, monsieur le député maire, en effet, les dégâts et heureusement les décisions qui ont été prises par vous-même, par le préfet et qui ont pu parer au plus pressé face à ce qui était déjà une catastrophe. Donc, tirer les leçons de ce qui s'est passé,
un retour d'expérience, la mobilisation sur le court terme, mais également sur le moyen et long terme, puisque notamment avec les changements climatiques, avec les évolutions des ouvrages, nous devons être particulièrement attentifs. En tout cas, pour votre ville comme pour les autres, ces villes moyennes qui ont besoin du soutien de l'État, vous pouvez compter sur mon engagement. Voilà la réponse que le Premier ministre vous a faite. D'ailleurs, il s'est déplacé à Montargis. Il est venu sur place pour constater les dégâts. Yann Gallou, on a des tweets. J'aimerais qu'on revienne quand même sur les difficultés. Il y avait les capteurs. Certains disent que les capteurs ne fonctionnent pas. On a vu que celui de la gare du pont d'Austerlitz était endommagé. Donc, on n'a pas pu véritablement savoir à quelle vitesse le montait. On a les maires qui ont distribué des permis de construire en zone inondable doivent être mis en examen, nous disent Twito, jugés, condamnés et incarcérés. Tout ça serait de la faute des élus. Ça va tout de suite devenir la faute des élus. Est-ce que c'est un peu facile? Est-ce que ça va pas un peu vite, ce genre de tweet qui accuserait l'élu d'être responsable de la pluie qui tombe? Vous savez, il faut être prudent dans ce genre de situation. Moi, je pense qu'il faut un vrai retour d'expérience pour savoir ce qui s'est passé. Alors, on est en fin de législature. Enfin, il nous reste à peu près moins d'un an à siéger à l'Assemblée nationale. Mais ce sujet-là, alors je ne sais pas si ça va être fait, mais mériterait une commission d'enquête. Une commission d'enquête extrêmement sérieuse qui reprenne tout ce qui s'est passé. Parce que, je le dis, il y a eu énormément de solidarité. C'est vaste comme sujet, parce qu'il y a plein de sujets. Il y a eu énormément de soutien de l'État, mais il y a eu, à mon avis, aussi beaucoup de dysfonctionnements. Je sais que, par exemple, dans mon département, il n'y a pas eu de coordination entre le centre du département et le sud du département. Et aussi, on s'interroge sur l'autre département, l'Allier. Y a-t-il eu des lâchers d'eau ou pas? Donc, on n'a pas de réponse à ce genre de... délestant, parce qu'il y a beaucoup de et qui aurait, je parle bien sûr au conditionnel, eu des conséquences par rapport à ça. En revanche, là où le tweet est intéressant, moi je sais qu'à Bourges, j'ai eu 2 zones de pavillons qui ont été inondées. Et quand j'ai été sur place, rencontrer des familles, tous les anciens du quartier m'ont dit, Monsieur Gallou, ces 2 zones de pavillons qui ont été construites il y a une dizaine d'années. On le savait, c'est une zone inondable. On le savait, c'était une zone inondable. Nous, l'association de riverains du Golfe, on l'a dit à la mairie à l'époque. Alors, je ne mets pas en cause la mairie à l'époque, j'ai pas d'éléments. Je ne suis pas conseiller municipal. Mais ce que m'ont dit les anciens dans ce quartier-là, c'était que à l'époque, ils avaient prévenu. On est au bord du lac d'Oron. Nous, on a un lac qui est à 100 mètres de la zone qui a été inondée. Et c'est justement ce lac d'Oron qui a débordé parce que les affluents ont fait que ça a monté. Et il y a aussi un problème de savoir si les pelles devaient être relevées ou pas, parce que ça pouvait inonder le centre-ville. Donc on a beaucoup de questions. Mais moi, ce que je sais, c'est que tous les riverains, les anciens de ce quartier du Golfe, m'ont dit, Monsieur le député, il n'y aurait jamais dû y avoir ces nouvelles constructions à cet endroit-là. Et on remarque d'ailleurs que c'est à cet endroit-là, très exactement, qu'il y a à peu près une trentaine de maisons, une trentaine de maisons qui ont été submergées jusqu'à 1,50 m d'eau, avec tout ce que ça entraîne au niveau humain et au niveau psychologique. Donc elles n'étaient pas construites au bon endroit. Donc, moi, je me pose la question, et je serai amené, c'est mon rôle d'élu, à poser la question aussi de ce qui s'est passé à la préfète, et je compte beaucoup sur le fait qu'on ait cette réunion avec tous les acteurs concernés pour comprendre comment on a pu en arriver à cette situation-là. Emma Aziza, juste, je ne veux pas faire toute l'émission sur l'autoroute, mais je pense à tous ceux, chefs d'entreprise, camionneurs, vacanciers. Je pense qu'il faut aller dans le sens de... Vous êtes d'accord avec une commission d'enquête? Parce qu'il y a un vrai débat, et je vous donne la parole. Je voudrais rajouter qu'il y a quand même des documents que les maires ont à leur disposition, à condition de les mettre en actualité. C'est quoi? C'est les PLU? Le PPRI. Le PRI. Le plan de protection des risques d'inondation. Les PPRI sont étudiés. Moi, j'ai eu l'occasion de le signer, donc de l'étude avec les services de l'État. Oui. C'est pas nous qui le faisons. Et la préfecture, bien sûr. Voilà. Avec les services de l'État, avec on les respecte pas, ces PPRI? Eh bien justement, si. Parce que vous ne pouvez pas... Moi, je ne peux pas délivrer un permis de construire sur une zone, un permis d'aménagement sur une zone qui dépend de la zone. Alors il y a plusieurs zones, zone à risque moyen. Bon, parfois vous avez aussi des personnes qui viennent vous voir et qui vous disent mais moi je veux quand même construire, je prends le risque. Oui. Non, on ne peut pas le construire. De toute façon, on n'aura pas la labellisation par les services de l'État de la construction. Le permis de construire sera refusé. Vous conseillez des collectivités, des maires, vous les rencontrez, vous leur apportez votre valeur ajoutée. Quels sont les documents qu'ils ont devant eux pour se dire, voilà, là j'ai une digue qui fonctionne, là j'ai un PPRI qui est complètement
C'est quoi tous ces outils dont ils ont à leur disposition? Alors, il existe effectivement les PPRI dont vous parliez, qui sont des documents d'urbanisme. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur tout ce qui se dit, notamment ce que disait Monsieur le Ministre tout à l'heure. Oui. On a un territoire qui est complexe. On le voit avec les digues. Derrière la digue, on va avoir des phénomènes extrêmement rapides, alors que dans la zone inondable en soi, on va avoir une montée des eaux qui va être beaucoup plus lente. Dès qu'il y a une brèche dans la digue, là, on fait face à des effets d'affouillement dans les bâtiments, réparer les digues et les vérifier. Et un risque notamment pour la vie humaine à ce moment-là. On l'a vu, il y a des effets de ruissellement. On a vu qu'on a encore une victime liée au ruissellement pluvial encore aujourd'hui. Si vous voulez, il faut considérer que le risque inondation, c'est une question complexe qui concerne un territoire. Moi, j'ai regardé à plusieurs reprises sur différentes communes un indicateur qui me semble intéressant, c'est le nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1982 qui sont recensés en France. On a des communes en France qui atteignent parfois 11 arrêtés de catastrophes naturelles en 20 ans. Et qui n'ont pas de PPRI, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de gros cours d'eau importants sur leur territoire. Elles ont des petits affluents, elles ont des petits bassins, elles ont des axes d'écoulement préférentiels, si vous voulez, qui génèrent cet effet de ruissellement ou cet effet pluvial dans les centres urbains. Je peux vous poser une question concrète, vous qui vous rencontrez les élus, vous avez cette valeur ajoutée, vous avez un bureau d'études, est-ce qu'ils ont conscience de ces sujets? Est-ce que c'est un sujet qui les préoccupe ou est-ce qu'ils sont parfois plus préoccupés par le quotidien? Parce que c'est aussi ça la vie d'un élu. Et que parfois les questions de prévention, on les met un petit peu après. Alors très honnêtement, c'est extrêmement variable d'un élu à l'autre. On a des élus qui sont quand même dans un certain déni, d'autres sont parfaitement conscients de la situation. C'est souvent en fonction de l'histoire sur le territoire. Plus l'histoire est ancienne, plus finalement on a eu tendance à oublier et à penser qu'on a construit justement des digues, des barrages, que les ingénieurs gèrent et que l'État gère et que finalement il n'y aura aucun problème. Ça c'est souvent le cas. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous soulignez tout à l'heure, cette question de la résilience territoriale. C'est une question cruciale qu'il va falloir gérer dans les prochaines années à venir. On sait aujourd'hui protéger des habitats qui sont situés en zone inondable. On ne peut pas raser la moitié des villes de France qui ont été construites sur des zones inondables. Je pense par exemple, il y a des maisons du 19e qui sont très belles. Si on devait enlever des maisons en zone inondable, je pense par exemple à Nîmes, on raserait le 3/4 de la ville de Nîmes. C'est juste impossible. Par contre, on sait aujourd'hui mettre en place ce que l'on appelle des plans, des diagnostics de réduction de vulnérabilité. On sait aujourd'hui dire à une personne dans son bâti, vous aurez, lors de la prochaine crue, un maxima d'eau dans votre maison de 1,50 m, de 2 mètres. On sait le définir avec précision. On sait aussi faire autre chose, puisqu'il y a eu d'énormes efforts. Ça l'aide pas beaucoup, une fois qu'elle a 2 mètres. Alors justement, on a fait d'énormes efforts en matière d'urbanisme et d'architecture. On sait aujourd'hui aider à faire des préconisations pour mettre en place des bâtards d'eau adaptés pour surélever la maison, ou bien, lorsqu'il y a un risque de vie humaine, de construire des étages refuges, puisque c'est aussi souvent le cas. Maintenant, encore faut-il que la personne puisse monter dans son étage refuge et qu'elle soit prévenue à temps. Mais en tous les cas, ça, on sait le faire. Quand il y a des personnes qui veulent construire, qui veulent mettre en place des travaux à l'échelle de leur bâtiment, aujourd'hui, il n'y a pas d'aide. Très clairement, il y a des villes en France qui se lancent avec des départements, des agglomérations. Donc vous dites quoi? Il faudrait une fiscalité incitative pour ceux qui... On le voit très bien au niveau des crédits d'impôt sur le plan thermique, sur le plan de toutes les rénovations qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, avoir un crédit d'impôt qui vous permettrait d'adapter votre bâti qui est situé en zone inondable, c'est permettre aussi de vivre une crue sans vivre des dommages et on voit donc il y a des propositions ce soir. Une commission d'enquête, parce que c'est un débat effectivement à avoir sur un nombre de sujets qui est très vaste. Vous en pensez quoi? Je m'excuse d'y revenir, mais sur ces pauvres automobilistes et routiers qui sont restés plus de 10 heures, parce que quand on écoute leurs témoignages, c'est assez effrayant. Vous, la Fondation Nicolas Hulot, est-ce que vous dites que quand même l'autoroute aurait pu être fermée un peu avant, parce que l'eau n'est pas montée en 10 secondes sur l'autoroute quand même, non? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je demanderai l'avis évidemment à mes autres invités, mais c'est assez troublant cette situation quand même. Alors moi, à titre personnel, je ne connais pas suffisamment le dossier pour pouvoir me prononcer sur cette chose-là. Ce qui est évident, c'est qu'il faut renforcer la prévention et donc l'alerte. Après, sur ce cas précis, je peux pas en dire beaucoup plus sur ça. Par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, il y a des outils, et donc ça peut être une bonne idée d'avoir un crédit d'impôt. Alors, si tant est que ça marche, on sait que même du côté de la rénovation thermique, on a encore beaucoup de progrès à faire pour atteindre nos objectifs de rénovation. Et pourtant, il y a le crédit d'impôt pour les aides. Il faut du budget. Il faut des appuis. Mais ça peut être tout à fait une bonne idée. Après, il y a quand même deux aspects différents. Il y a comment est-ce qu'avec l'existant, on fait avec l'existant, comment est-ce qu'on protège au mieux, et comment, dans la façon dont on développe nos territoires, on s'arrange aussi
pour renforcer cette résilience. Ça veut dire faire attention à où est-ce qu'on construit demain, comment est-ce qu'on construit demain, comment est-ce qu'on construit plus dense, comment est-ce qu'on artificialise moins. Ça veut aussi dire au niveau agricole, on sait qu'il y a aussi une question pour limiter les phénomènes de ruissellement, ça veut dire des sols moins travaillés, des sols de meilleure qualité, ça veut dire plus d'agroécologie, ça veut dire refaire repenser l'agriculture. Non, mais c'est exactement ça, ça veut dire remettre des haies là où on les a enlevées, ça veut dire remettre des arbres, tout ce qui permet de mieux drainer les pluies. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel qu'on a tendance à oublier et sur lequel je voulais insister. Avant d'écouter Valérie Corre sur l'indemnisation, parce qu'il y a aussi une question d'argent, ça va coûter cher, les assureurs se mobilisent et il y a 1 milliard, donc il faut quand même évidemment bien prendre en compte ce coût. Sur les automobilistes, vous êtes l'autoroute A10. Il est un peu plus loin que chez il est excentré. J'ai eu la 60 qui a été coupée. Et la 60. Et vous avez l'autoroute A71. Mais comment ça se passe, la coordination entre le préfet, le président de département et la compagnie Vinci, en l'occurrence? Vous êtes choqué? Comment se fait-il qu'on n'ait pas pu anticiper ça? Il aurait pu y avoir des morts ce jour-là. Oui, là, je n'ai pas de réponse à vous donner sur la 10. Ce qu'il y a, c'est que j'ai assisté à la coordination parfaite entre les services de l'État, les services des sapeurs-pompiers, les services d'urgence. Bon, ensuite, le département était présent, mais c'est lui qui est responsable de la 60. J'ai pas d'autoroute, donc Vinci n'était pas concerné chez moi. Mais je pense que les Orléanais vous le diront, on est quand même suffoqués de voir qu'on a pu avoir une autoroute sans qu'il y ait des vallées. C'est pas des vallées, on n'est pas au fond d'une petite rivière qui sort de son lit. Qui est sortie de l'eau et qui est arrivée sur l'autoroute sans que ça puisse être évacué. Parce qu'un mètre d'eau sur l'autoroute, comment sans l'anticiper, n'a pas été évacuée normalement, comme ça se passe sur les autoroutes, ou à proximité. Maintenant, on fait des bassins de rétention partout. Alors, mais est-ce que c'est utile ou pas? On a le GPS, on a des indicateurs météorologiques électroniques, on a des ingénieurs, on a une technologie à notre service et on n'arrive pas à couper une autoroute en laissant 600 personnes dessus. Enfin, c'est troublant et j'aimerais votre avis parce que je crois que vous avez eu à gérer une crise comme ça. Vous en pensez quoi, vous, Yann Gallu? Moi, je reviens un petit peu au débat général. Il se trouve qu'il y avait des gens du Cher, mais comme de chez vous, qui ont été bloqués sur cette autoroute. Bien sûr. Et il se trouve que j'ai failli la prendre, moi, parce que je suis arrivé à la gare de Bourges et en fait, il y avait des arbres qui étaient déjà tombés sur la voie et donc j'ai failli partir sur cette autoroute-là. Et au dernier moment, j'ai décidé de retarder mon départ pour l'Assemblée nationale ce jour-là. Donc on a toute une série de questionnements. Moi, je reste persuadé qu'il nous faut un vrai retour d'expérience. Il faut et c'est pas que des mots. En plus, c'est à nous après d'être vigilants collectivement. Les élus locaux, les élus locaux. Et puis les citoyens et les journalistes pour que dans un mois et demi, on ne passe pas à autre chose. Parce que on oublie. Si vous voulez, c'est un problème qu'on a. C'est pas une critique, c'est un constat. Quand on est face à ce genre de situation, tout le monde se mobilise, on fait des émissions et tant mieux. Nous, on dit qu'on va faire des commissions d'enquête et puis après on oublie. Oui, mais là, on ne peut pas oublier parce que malheureusement, il y a eu des morts, il y a eu toute une série de questionnements. Il va falloir changer la législation. Il va falloir aussi s'interroger sur ce qui s'est passé avec les relations entre les collectivités et l'entreprise privée. Les alertes. Moi, là aussi, où je suis, comment dirais-je, extrêmement surpris, c'est que quand je discutais avec les habitants de Bourges, la crue, nous, s'est matérialisée le jeudi vers 10h30 du matin chez moi. Mais les habitants du Val-d'Oron m'ont dit que eux constataient depuis le mardi, donc 2 jours avant, les chiffres évoqués, c'était en train de monter. C'est le calendrier des Mahazisa. Je me dis, c'est exactement, j'ai retrouvé dans vos propos ce que les habitants de ma commune m'ont dit. Et ce que c'est l'observation. C'est très intéressant. C'est nous, je me mets dedans, même si je ne suis pas maire, mais comment on a pu avoir des habitants de nos départements, de nos villes, qui se sont rendus compte que ça montait et aucune réaction de la part des collectivités locales de manière générale. C'est pas une critique, et le réchauffement climatique, parce qu'on l'a survolé, je veux qu'on y revienne. Allez-y. Je pense qu'il y a plusieurs points à voir. Il y a premièrement ce que diffusent les autorités, notamment le système Vigicru, le système Météo France, qui est une forme d'information, et ce que perçoit la population, et ce que perçoivent les décideurs. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment le même niveau d'information. Décideur, c'est le préfet, par exemple, préfet de région. Je pense au préfet, mais je pense aussi à l'ensemble des élus et à l'ensemble des maires qui doivent prendre des décisions. C'est-à-dire qu'il faut qu'eux-mêmes, ils aient pris conscience de l'ampleur de la situation pour pouvoir se permettre d'agir.
Or, on a quand même très peu de moyens aujourd'hui, puisqu'on a des systèmes techniques. On a de très très bons systèmes en France pour suivre, pour faire des modèles, si vous voulez, hydrologiques, pour essayer de comprendre comment la crue va se propager, etc. Mais il y a un gap énorme entre ce qui se fait sur le plan scientifique, sur le plan hydrologique, et ce que va comprendre la population, qui va vivre quelque chose de totalement différent. On voit bien la population. On voit bien que le système Vigicru, regardez la carte actuelle, on a des cours d'eau, là encore dirigés par l'État, qui vont passer avec des tronçons de couleurs différents. Déjà, le orange, est-ce que c'est orange, excusez-moi l'expression, mais à point jaune ou orange à point rouge, on est quand même très mal positionné. Comment savoir si la situation va déraper ou pas? Ça, c'est une vraie question qu'on se pose. Et surtout, ces tronçons de cours d'eau, ce n'est pas le territoire. Ce n'est pas le territoire où vivent les gens. On parle des routes, des tronçons routiers. Personne ne nous indique clairement les zones qui sont potentiellement soumises au risque de ruissellement, au risque de rupture d'ouvrage ou encore à la propagation ou à la remontée de nappe. Écoutez, notre sentinelle citoyenne, voilà, c'est un citoyen. Alors je ne sais pas s'il était impacté par la montée des eaux, les crues ou les orages, parce que vous me disiez d'ailleurs, Emma Aziza, qu'il y avait un lien entre ces crues, ces eaux et les orages. Il y a un lien météorologique. Vous êtes dans quel état d'esprit, Yvon, ce soir? Vous avez envie d'en savoir plus, comme Yann Gallu qui dit, voilà, maintenant il va falloir tirer un peu les leçons de tout ça? Non, je crois que nous sommes en fait assez mal armés pour faire face à ce genre de problème. Si je prends un pays comme la Hollande, dont une grande partie du territoire est en dessous du niveau de la mer, ils ont une autorité qui gère l'eau. Nous en avons 16 000. D'autre part, il faudrait une gestion au niveau des bassins. On parle de Montargis, très bien, il y a eu un grave problème, mais c'est le bassin de la Seine tout entier qu'il aurait fallu gérer et par une autorité au-dessus. Quant aux barrages, aux digues, moi je me souviens d'une affaire qui s'est passée à Xaintia où des digues construites sous Louis XVI n'avaient eu aucun travaux d'entretien depuis ce temps-là. Je me souviens de problèmes qui se sont posés en Camargue quand des ragondins ont détruit les digues et qu'il a été impossible de coordonner 2 régions et 4 départements pour décider ensemble de faire des travaux coordonnés. Je dis que là, il y a un problème d'autorité d'une agence de l'État qui devrait imposer aux autorités locales un certain nombre de travaux et une supervision de l'entretien. Et ceci n'existe pas aujourd'hui. Il y a des maires qui font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas suffisant parce que c'est pas coordonné. Juste, Denis Voisin, et on va entendre Valérie Corre, parce que je vous la promets depuis tout à l'heure et on ne l'entend pas. Est-ce qu'aujourd'hui l'État, qui est en déficit, même si c'est un petit peu mieux, nous dit-on, est-ce qu'on a les moyens de gérer tous ces dossiers en même temps? C'est-à-dire qu'il faut refaire les digues. Effectivement, les digues de l'île de Ré, celle qui avait été détruite fortement, elle datait est-ce qu'on a les moyens de travailler sur des outils? Est-ce que c'est possible? Alors, il faudrait... Financièrement, d'un point de vue très, très, très pratique, là. Il faudrait justement une commission d'enquête pour pouvoir regarder et estimer précisément les moyens nécessaires, le budget, l'argent que ça coûte finalement pour tout ça. Mais globalement, peut-être que sur d'autres problématiques, la prévention coûte en général moins cher que la réparation. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a des coûts d'1 milliard. Qu'est-ce qu'on aurait fait avec 1 milliard en amont en termes de prévention, de réparation des digues, etc. Et je pense qu'on aurait fait beaucoup. Et donc, comme beaucoup d'autres problèmes environnementaux ou ce type de catastrophe, la prévention coûte moins cher que la réparation, mais souvent elle est oubliée puisqu'on a la mémoire courte. Et donc on oublie et on réagit toujours a posteriori. 1 milliard d'euros, je pense qu'on devrait faire beaucoup de choses. Monsieur a tout à fait raison. Comme j'expliquais qu'une rupture en 2011, on l'a réparée. Bon, vous avez envie de savoir si elle a bien été réparée. Enfin, on a compris que. Et pourquoi n'a-t-on pas à ce moment-là commencé à regarder en amont, en aval, le reste, et puis de se dire, on part sur un chantier. On ne fera pas tout en 48 heures, mais on peut le faire sur 1 an, 2 ans, faire progressivement ce que j'ai dit au Premier ministre, un entretien, une surveillance des berges régulièrement. Alors, est-ce que l'organisme VNF a les moyens, Voies navigables de France a les moyens humains et financiers pour pouvoir gérer les canaux? Alors après, moi je pense que vis-à-vis des élus et autres, il faudra peut-être faire attention à l'entretien des fossés. Parce qu'à la limite... Curer les fossés. Ah oui, les fossés. Les haies dont parlait tout à l'heure Denis Voisin. Bon, nous avons... là, je peux dire qu'on a un service d'assainissement d'eau pluviale qui est important parce qu'on y a dépensé quand même pas mal d'argent ces dernières années. Mais il faut aussi contrôler un bon réseau d'assainissement pluvial
de façon à avoir des écoulements rapides pour éviter que ça stagne. Je pense que tout ça sont des outils. Vous n'allez pas être dépaysé, vous allez entendre Valérie Corre, alors, qui est votre collègue socialiste. Vous êtes dans l'opposition, elle est dans la majorité. Grave. Vous êtes dans le même département, vous avez en tout cas... Voilà. C'est un problème... Oui, ni de gauche ni de droite. Voilà. Écoutez Valérie Corre, justement sur cette question des indemnisations, parce qu'il y a déjà 1300 communes qui ont déposé un dossier parce qu'elles ont été impactées. Il y a 36 000 communes en France, faut-il le rappeler. Et écoutez évidemment la réponse du Premier ministre. Dans le Loiret, 226 communes sur les 334 que compte notre département ont été plus ou moins impactées et les sapeurs-pompiers sont intervenus plus de 4000 fois. Dans cette épreuve, l'État a été au rendez-vous. Sans attendre, le président de la République a pris ses responsabilités et a annoncé que l'état de catastrophe naturelle serait reconnu dès demain lors du Conseil des ministres. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous rassurer l'ensemble des élus et des habitants en confirmant encore une fois que toutes les communes, et je dis bien toutes les communes touchées, seront déclarées en catastrophe naturelle? Il faut répondre à la détresse des gens comme nous les avons vus hier, qui ont tout perdu, et avant même que les dispositifs de catastrophe naturelle et d'assurance puissent évidemment répondre à cette attente, ce fonds que j'ai annoncé, qui représente à ce stade, sans doute peut-être plus demain, de 500 € par foyer en moyenne, 30 millions d'euros déjà mobilisés, vise à répondre tout simplement à des gens qui ne savent pas quoi faire, et l'État sera en effet au rendez-vous. Yann Gallu, un mot, parce que vous souhaitiez, vous aussi, vous aviez écrit d'ailleurs un courrier en ce sens pour que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré. Donc c'est demain officiellement, c'est une procédure administrative extrêmement cadrée. Vous êtes satisfait, évidemment, ce soir? Je suis satisfait de l'annonce qui est faite par le gouvernement. Je vais attendre demain, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème. Moi, ce que je constate, c'est que vraiment, je le dis, il y a eu une mobilisation au plus haut sommet de l'État dans cette situation-là. Et je tiens à saluer l'administration, parce qu'on critique souvent les fonctionnaires, mais je tiens à saluer l'administration, notamment l'administration d'État, mais aussi toutes les collectivités locales qui se sont mobilisées pour faire face à cette situation-là. Là, c'est vrai qu'aussi, je trouve que le gouvernement a eu raison et a bien réagi en ce qui concerne les assureurs. Il va falloir que les assureurs nous garantissent que il va y avoir des indemnisations extrêmement rapides. Il y a un forfait qui a été demandé. Moi, ça me semble important. Vous savez, moi, les gens, mais je suis sûr que mon collègue, c'est exactement la même situation chez lui. Moi, j'avais des gens qui avaient appelé leur assurance. Les assurances ont répondu. Mais, par exemple, était prévu que 5 jours de chambre d'hôtel dans les contrats. Donc, ils se retrouvaient quand ça va très vite. C'était jeudi dernier. On est déjà mardi. On n'est pas sorti de la crue encore. On n'est pas sorti de la crue. Nous, on était encore jusqu'à il y a quelques heures en vigilance orange. Donc, avec il faut prolonger, par exemple, l'hébergement. Il faut absolument qu'il y ait une mobilisation générale. Jean-Pierre Dor, vous, Montargis, le coût estimé, parce que là, c'est important dans votre ville. Est-ce que vous avez déjà une échelle? Non, c'est pas possible. Simplement, il faut prendre en charge les personnes les plus modestes, les plus fragiles et celles qui ont tout perdu. Elles ont perdu dans le domaine de leur maison, elles ont perdu dans le domaine de l'électroménager, du mobilier. Donc j'ai demandé au Premier ministre, au président de la région, au président du département, dès demain et après-demain, d'abonder un fonds d'urgence pour la ville, qui sera donné, alors j'ai la confirmation qu'on pourrait donner cela au CCAS et au sous-préfet, de façon à ce que ce soit un fonds géré. Et là, moi, ce matin, on a ouvert une cellule de relogement. Donc les bailleurs sociaux vont mettre à disposition des logements vacants de façon à pouvoir assurer le logement des personnes qui vont sortir de l'hôtel, parce que c'est vrai que 3 jours, 5 jours, c'était la limite, et moi je ne veux pas qu'ils payent, parce qu'ils ne peuvent pas payer, donc sinon c'est la ville qui paiera. Donc on va mettre un budget également de la ville en direction des personnes les plus modestes. Mais il faut qu'on puisse arriver à soutenir tant que les assureurs ne viendront pas prendre le relais la démarche. Alors j'ai entendu le président de la Fédération des assureurs dire qu'il n'y aura pas le fameux délai des 10 jours. Ah oui, qui était ça. Donc dès demain l'annonce du président de la République sur la catastrophe naturelle, les assurances enclenchent la procédure. Pourront enclencher tout de suite. Emma Aziza et Denis Voisin sur le réchauffement climatique, parce que quand même certains se disent tout ça c'est lié à notre mode, au réchauffement climatique ou au dérèglement climatique. Je voulais juste rebondir sur mon collaborateur qui précisait justement qu'il y a 2 temps dans la gestion de crise du risque inondation. On a vraiment l'urbanisme d'un côté qu'on va réfléchir en amont, on le voit, toutes les problématiques qui se posent, urbanisme, les digues, etc. L'aménagement
d'aménagement du territoire. Et on le voit, la gestion de crise est essentielle. On a des outils aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde. Nous, on travaille au quotidien auprès des maires pour les aider. Alors, le DICRIM, c'est le document d'information sur les risques majeurs. Et il y a une cellule transmis à la population. Le plan communal de sauvegarde. Ça n'a pas été transmis à tout le monde. Enfin, il va falloir travailler sur le. C'est en cours, en tous les cas, de réalisation partout. Les en mails n'ont France. pas été envoyés. Et ce que je veux préciser, c'est qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de faire des plans communaux de sauvegarde qui soient réfléchis, qui soient organisationnels. On a de tout aujourd'hui quand on va dans les mairies. Donc, il est extrêmement important de valider la qualité et l'opérationnalité de ces plans. Et on voit que ça a un impact extrêmement important. Alors écoutez, Ségolène Royal, c'est très court parce qu'elle a aussi tenu une conférence de presse dès samedi sur l'état orange, rouge, avec un vrai débat avec des experts. Mais on a choisi, Ségolène Royal, sur un extrait concernant cette question liée au réchauffement, au dérèglement climatique. Écoutez-la. On sait que de toute façon, avec le réchauffement climatique, les phénomènes d'accentuation des précipitations atmosphériques ne peuvent qu'aller en s'aggravant. Ça fait écho, Denis Voisin, quand même, à ce qu'a dit François Hollande, parce que c'était le président de la République, puisque Manuel Valls vous a répondu en mettant à la fin de sa question le débat autour du climat. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai lu que Nicolas Hulot disait, alors c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'il porte toutes ces questions de réchauffement climatique, de climat, et il dit, attention, soyons prudents, ne faisons pas un lien direct et automatique entre ces phénomènes météorologiques et notre dérèglement climatique. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Alors, effectivement, il y a deux questions. Il y a la question du cas particulier, c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire que le réchauffement climatique a entraîné là précisément ces inondations? Et puis, ce qui est effectivement difficile à dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire de façon certaine, et c'est ce que disent les scientifiques du GIEC aujourd'hui, c'est que le réchauffement va entraîner une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes extrêmes, donc les crues, les précipitations, les sécheresses, les tempêtes, etc. Tout ce qu'on voit finalement arriver aussi, on le ressent de plus en plus souvent. Et cette question-là, on se la pose de plus en plus. J'ai lu que nous on était au milieu en région centre, enfin je dis nous parce que je viens de la région centre, mais que la région centre elle n'est pas vraiment au nord, elle n'est pas vraiment au sud, donc elle ne subira pas la sécheresse du sud et pas forcément la pluie du nord. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, c'est vrai ça? Alors, il y aurait une bande comme ça en France qui serait un peu au milieu. Enfin, je parle pour les deux élus de la région centre. En tout cas, ce qu'on sait, et on en sait de plus en plus finalement le temps passant, sur les conséquences précises du réchauffement climatique. On a vu des travaux menés l'année dernière sur les conséquences au niveau de la France, par exemple, et on sait que oui, il y aura une augmentation des précipitations dans le nord de la France, et notamment sur le bassin parisien. C'est ce qui a été prévu, et c'est ce qui va se passer. Et donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important de s'y préparer dès aujourd'hui. La question des 2 degrés de la COP. Et Maziza, vous le confirmez, est-ce que quand même on va vivre des événements plus forts, plus intenses, que ce soit des orages, des tempêtes? Est-ce que vous le confirmez, même si on ne peut pas confirmer le lien? Alors, tous les scénarios climatiques vont effectivement vers une accélération, comme vous le dites, de ces phénomènes extrêmes. Ce qui est très intéressant, là, on n'a pas encore le recul sur cet événement pour voir exactement ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agissait de ce que l'on appelle sur le plan météorologique une goutte froide qui a généré ces précipitations. À l'arrivée de l'Est, hein. Donc c'était une goutte froide, si vous voulez, c'est une zone dépressionnaire qui était coincée entre 2 anticyclones. C'était un scénario que l'on retrouve dans le sud de la France. Or, parmi les évolutions que l'on prévoit, on prévoit que ces épisodes extrêmes vont remonter en France. Et donc aujourd'hui, dire c'est dû à ça, ce serait compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cet épisode que l'on a retrouvé en termes de pluie, puisqu'on a atteint des maxima pluviométriques extrêmement importants, c'est souvent ce que l'on retrouve dans le sud, sur Cannes, sur Draguignan, sur Montpellier, sur Nîmes. Et c'est effectivement quelque chose que l'on va vivre beaucoup plus facilement dans le sud de la France. Ça oblige, je dirais, les élus, les acteurs, à anticiper ou à y réfléchir. Alors, la situation de goutte froide, oui, c'est ce qui a généré ensuite des précipitations convectives. Yann Gallu, un mot, et Denis Voisin. Je pense que... Il faut anticiper, en tout cas, il faut l'intégrer. Ce que Madame Aziza nous dit ce soir est fondamental. Et ça me renforce, moi, mais je pense que c'est une conviction partagée par les élus qui ont été touchés, et je l'espère, par les autres, sur le fait qu'il va vraiment falloir accélérer notre connaissance des choses et notre prévention en termes de tout ce qu'on a débattu ce soir, ou même moi, en venant sur votre plateau, Monsieur Ardouin, j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas, parce qu'on a une méconnaissance de la situation. Moi, j'ai découvert comment ça fonctionnait, parce que je ne suis pas élu local, donc je ne participe pas à ce genre de réunion, mais je crois qu'on est face à un risque politique, là. Et ce que vous nous dites, c'est que si ça remonte
du Sud, c'est-à-dire que nous, élus du centre, on va être confrontés dans les années qui viennent, on va pas devoir attendre un siècle à nouveau pour être confrontés à ce Oui, je pense que les choses s'accélèrent. La région parisienne a aussi été, il faut le dire, on parle beaucoup de la l'île de France, et l'Essonne ce soir. Hein. Voilà, l'Essonne n'est toujours pas atteint ce soir encore son seuil. Donc on a une responsabilité collective à prévoir, à faire le bilan et aussi à prévoir l'avenir par rapport à cela. Denis Voisin, attendez, vous vouliez intervenir, je donne la parole à Aziza. Simplement, aujourd'hui, on ne prend pas en considération certains aléas comme le ruissellement, on l'a vu encore aujourd'hui, qui génère des victimes. C'est un des principaux responsables. Or, le risque d'inondation... Le ruissellement, c'est le monsieur qui meurt dans sa voiture, qu'on soit clair. Il y a un orage, l'eau coule et l'eau monte. Exactement. Et ça, c'est ce qui va s'accélérer aussi. Donc, le risque ne vient pas que de la rivière. Et il va falloir repenser notre manière de concevoir le risque inondation en France, aujourd'hui. Ça devient un sujet précis et concret. Denis Voisin, vous vouliez intervenir sur ce que disait Yann Gallu? Non, tout à fait, mais c'est complètement lié au travail qu'on doit mener aussi sur l'adaptation de façon générale au changement climatique. Il y a un plan qui est en préparation, il y en a déjà eu un premier il y a quelques années. On voit qu'on doit prendre tout ça bien plus au sérieux finalement, le temps passant et sachant, on en sait de plus en plus. Et je voulais juste préciser d'ailleurs que des experts, on saura peut-être dans quelques années finalement si cet épisode précis est lié quelque part au réchauffement climatique. Des experts sont intéressés récemment dans Nature à 12 épisodes extrêmes dans le monde et finalement ils ont conclu que 1 sur 2 était directement lié au réchauffement. On commence à tout doucement en savoir de plus en plus. Il y a premièrement l'histoire qui nous rappelle tout ce qui s'est passé, et puis il y a ce qui va venir, puisqu'on en a déjà vécu de nombreux. Si on remonte, on a plus de 60 épisodes extrêmes sur le bassin de la Seine depuis le 6e siècle. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez récurrent. Au 17e siècle, on a eu 3 crues centenales en l'espace de 9 ans. Donc on l'a frôlé la crue centenale, Emma Aziza. On l'a frôlé là. C'est ça. Alors attention, je le rappelle, question de sémantique, une crue centenale, c'est une crue qui a une chance sur 100 de se produire tous les ans. C'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent on est tranquille pour les 50 prochaines années. C'est une probabilité. Et d'ailleurs, en général, il y a la loi des séries quand on regarde sur le plan chronologique. Donc on est dans une potentialité, là, dans les années à venir, de nouveau avoir des crues. Tout à fait. Et qui soient plus importantes. Il faut absolument préparer nos territoires. C'est essentiel. Oui, vous êtes sensible à cette... Parce que c'est vrai qu'on a un malentendu sur la crue centenale. On se dit une fois que c'est passé, on a 100 ans. Hein. Ça, il faut vraiment que vous, les médias, vous le disiez. Oui, c'est pour ça que je voulais... La crue centenale, pour tout le monde, c'est tous les 100 ans. Donc effectivement, c'est important. Moi, je l'ai appris aussi, que c'était une fois sur 100 tous les ans. Et non. Vous pouvez, dans 3 ans, de nouveau avoir une crue violente. Oui, et je dis, il y a la loi des séries. Donc, donc il va falloir faire très attention et surveiller un petit peu tout cela. Oui, je voulais dire, moi, il s'est passé dans cette ville, puisque c'était un peu la première touchée. Le problème, c'est qu'on ne peut pas accuser l'urbanisation. Je cherche toutes les raisons. Parce que c'est une ville historique qui date des... On a vu les images, c'est des maisons anciennes. Donc sur 400 hectares, c'est un petit périmètre. Il n'y a pas eu de construction en dehors des constructions à l'extérieur de la ville. Mais c'est un cœur de ville ancien, avec son château, avec ses vieilles maisons, ses vieilles rues. Très jolie ville d'ailleurs. Merci. Mais c'est touché avec des maisons aussi dont la construction est très légère. C'est souvent des sols en terre, donc à proximité de la nappe phréatique, des murs probablement sensibles. Il n'y a pas eu de reconstruction d'une ville. Donc il faut chercher tous les moyens maintenant à se dire pourquoi ça s'est produit d'un seul coup. Alors moi j'ai ce problème du canal. Alors peut-être que je l'accuse un peu trop. Vous cherchez en tout cas ce soir à trouver une cause concrète qui soit pas le ciel. Je veux au moins que ça fasse partie des points de prévention à l'avenir. Je pense que le canal, il passe chez vous aussi, donc vous savez ce que c'est. Absolument. Et alors après, le problème du Loing, le problème du bassin du Loing, c'est un bassin extraordinaire, le bassin du Loing, avec de nombreux... Ça sera le dernier mot, Jean-Pierre Door. Avec de nombreux affluents, donc il faut que les élus prennent ça en charge avec des techniciens, et puis qu'on soit réactifs. Merci. Vous retournez à Montargis dès ce soir pour aider vos administrés à Montargis, cette Venise du Gâtinais. Merci à Yann Gallu d'être venu, député du Cher. On a beaucoup parlé de la région centre, mais elle a été fortement touchée. On n'a pas parlé non plus de l'Indre-et-Loire, qui ce soir aussi est impacté. Merci à Denis Voisin, porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot. Merci d'être venu. Et merci à Emma Aziza de nous avoir éclairé du savoir de l'hydrologue, parce que c'est un métier dont on risque de parler beaucoup ces prochaines années. Merci à vous quatre. Merci évidemment à notre sentinelle et à tous les tweetos qui ont tweeté ce soir en direct. Demain, on revient à un sujet qui est le mouvement social, la grève à la SNCF. On est à 3 jours de l'ouverture de la Coupe d'Europe. Tout le monde pensait que le mouvement et la grève allaient s'arrêter. Eh bien non, CGT Sud poursuivent le mouvement. On va s'y intéresser évidemment avec vous et avec nos invités. Bonne soirée et à demain.